Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier podcast présenté par l'association JAS, juriste d'affaires de Sceaux. Pour cette première édition du podcast, nous allons traiter d'un sujet particulièrement sensible pour les étudiants en droit. Il s'agit de l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats, autrement dit CRFPA. Je suis Marana Tanguy, étudiante en M1 droit des affaires à l'université Paris-Saclay et serai aujourd'hui votre interlocutrice dans le cadre du podcast. Afin d'aborder ce sujet de la façon la plus complète possible, j'ai la chance de recevoir deux invités, Zia Gonzalez, alumni du Master 2 BTFML, acronyme des termes Business Tax Financial Market Law, et Ryan Nassiri, actuellement étudiant au sein du M2 BTFML. Je vous remercie vivement d'être là. Merci à toi. Afin de mener à bien ce podcast, nous aborderons dans un premier temps les modalités du concours d'avocat, dans un second temps la préparation au concours d'examen du barreau, afin d'aborder finalement les ressentis de nos invités concernant la santé mentale face à un examen qui peut s'avérer particulièrement stressant. Bien, dans un premier temps, quid juris, l'examen du CRFPA. Afin de cerner l'entièreté de notre sujet, il est nécessaire de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que l'examen d'avocat ? Quand le passe-t-on ? Combien de tentatives ? Zia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc l'examen du CRFPA, donc c'est un examen qui permet l'entrée à l'école d'avocat. Donc il y a plusieurs écoles, à Paris notamment. Il y a l'EDAC qui est situé à Versailles et l'EFB. Donc si vous inscrivez à l'IEJ de Sceaux, vous serez affilié à l'EDAC. Donc voilà, ça permet donc l'entrée à l'école qui après donc est une formation, mais je pense qu'on en reparlera d'1 an et demi, et à la suite de quoi vous passerez le CAPA pour être avocat. Donc c'est vraiment un examen d'entrée, hein. C'est important de comprendre ça, c'est qu'il y a vraiment 2 examens, donc c'est le plus dur, hein, le CRFPA, c'est l'examen que tout le monde redoute. Donc on peut le passer 3 fois. Donc il y a 3 tentatives. Après, il existe aussi des passerelles pour être avocat, mais donc ça n'implique pas de passer le CRFPA. Et il y avait une autre question. Ah oui, quand est-ce qu'on le passe ? Alors, il est possible de le passer en M1. Donc ça, c'est la limite, on va dire, à laquelle on peut le passer pour la première fois. Puis après, c'est après le M2 et finalement un peu quand on veut, hein. C'est chacun qui décide quand il le passe, mais effectivement, le M1 est le minimum d'études requis pour passer le CRFPA. Eh bien, super. Précisons par ailleurs qu'il est absolument essentiel d'être inscrit à l'IEJ au plus tard le 31 décembre de l'année N pour pouvoir passer le CRFPA en N+1. Alors, nous sommes donc en clair concernant les formalités relatives à l'examen. Maintenant, il est essentiel d'aborder le contenu des examens. Ryan, je te laisse la parole. Oui, alors pour le contenu des examens, on a une matière en droit des obligations qui est commune à tous. Tout le monde est contraint d'y passer. Et ensuite des matières de spécialité. Et selon la spécialité qu'on a choisie, on aura une matière de procédure qui va nous être affectée. Par exemple, pour ma part, j'ai passé le CRFPA en droit des affaires. J'ai dû passer la procédure civile. Pour ceux, bien entendu, qui le passent en droit pénal, ils devront passer procédure pénale. Et finalement, voilà, on a 3 matières et un nouvel exercice qui ne nous est pas familier, qui est la note de synthèse. Un exercice assez particulier, je pense qu'on va revenir dessus. Mais sinon, oui, voilà, 4 matières. Et une matière de spécialité, une matière de procédure, droit des obligations et note de synthèse. Il me semble qu'il y a le grand oral aussi. Enfin, et le grand oral, bien sûr, il écrit dans un premier temps, ensuite, dans un second temps, le grand oral, avec une matière en anglais, dont les modalités changent en fonction des IEJ, c'est bien ça, hein. Et le grand oral, pour le coup, voilà, qui est... et même, non, d'ailleurs, les modalités changent aussi. En fait, le grand oral, c'est chaque IEJ qui détermine les modalités. Donc, en fait, il y a des IEJ qui vont avoir une particularité. Par exemple, il me semble que c'est à Sorbonne où il y a beaucoup de culture juridique, ce qui n'est pas forcément le cas à Sceaux, hein. Moi, j'ai pas eu beaucoup de questions en culture juridique pure ou histoire du droit, voilà. Et après, effectivement, les sujets, c'est différent. À Sceaux, c'est pensez-vous. Ouais, c'est ça, il y a d'autres endroits, ça va être que des dissertations. Il y en a certains qui font même des commentaires. Enfin, vraiment, ça change en fonction des IEJ. Et après, pour revenir sur les matières, il y a une matière, quand on passe au CRFPA, où on a le choix de la procédure. C'est fiscal.
Ouais, ça, On peut administrative, choisir donc procédure civile ou procédure administrative, vu que, comme vous le savez tous, le droit fiscal, c'est un peu une matière à la marge des deux droit public et droit privé. Donc, il laisse le choix. Et voilà, et après, effectivement, la note de synthèse, je pense, pour ma part en tout cas, que ça a été l'exercice le plus compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de préparation en fait. On ne peut pas apprendre à faire une note de synthèse, ça vient avec de l'entraînement, et puis en fait, il y a aussi la faculté de savoir synthétiser, parce que c'est essentiellement ça qu'on nous demande en 5 heures, de lire 30 pages et de faire un résumé de 4 pages. Donc, c'est très bien d'avoir appris le droit par cœur et tout, mais ça, c'est très compliqué, surtout que c'est la matière qui compte le plus. C'est Bien la sûr. matière qui a le plus, qui a un plus gros coef que les autres. Donc en fait, tu te rates à la note de synthèse. Et tu commences par une note C'est de très synthèse dur d'ailleurs. mentalement parce que c'est le début des examens. Et tu te dis, mais si j'ai raté là, ça sert à rien de continuer en fait. Ouais. Mais on en reparlera, mais Notamment sur je la santé pense, mentale, parce que ouais. quand on commence par la note de synthèse le lundi, que c'est ta première épreuve et que tu ressors de la note de synthèse, t'es pas forcément convaincu de ce que tu as produit. Bah voilà, il faut avoir le mental pour se dire bon bah on continue, on parle le lendemain Ouais. et ça c'est pas forcément C'est évident. ça. Mais bon, après, on a Exactement. tellement de bonnes surprises aussi et ça aussi faut en parler. Ouais. Beaucoup parfois d'exigences, un peu trop d'exigences envers nous-mêmes et surtout que la note de synthèse c'est quelque chose de très subjectif. Un peu un exercice un peu, bon, je vais pas dire abstrait non plus, parce qu'il y a une méthodologie. Donc globalement, si on a fait un petit peu, si on a bien respecté la méthodologie, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Mais bien souvent, là, on a de bonnes surprises. Donc faut rester. Oui, et puis après, il y a jusqu'au bout. aussi le fait que, effectivement, parfois, on peut se planter, hein. Ça arrive à tout le monde. Puis même dans le stress, il y a une règle qui dit que si on oublie un document, on n'a pas la moyenne. Ouais. En fait, je pense que c'est faux. Ouais, je crois que c'est vrai ça. Bah, C'est des on-dit, quoi. Non, je c'est sais des pas. on honnêtement, c'est des on-dit parce que je connais des gens Ah qui ça? ont oublié des Ok, bon, bah, documents comme quoi. et qui, au final, ont eu la moyenne. Donc, Ouais, bah, en comme fait, je quoi. pense que c'est vraiment très subjectif et c'est voilà, comment est-ce que le correcteur va capter la logique, va capter le plan, comment est-ce qu'on aura rédigé, comment est-ce qu'on Ouais, aura bien sûr. soigné notre copie, Bien parce sûr. que en fait, dans ce genre d'exercice, comme il faut que ça ressorte, il faut que les docs ressortent, Non, bien il sûr. faut que en fait le correcteur, il aille vite. Il a pas le temps en fait de regarder pendant 20 minutes la copie, de se dire mais il a écrit quoi là, c'est quel document. Non, enfin, il a pas le temps, il a 50 copies à faire en 1 heure. Bon, il faut que ça aille rapide et voilà. Mais je sais pas si vous avez prévu d'en reparler sur le détail un peu des examens. Bah, le but, c'est qu'on parle aussi de comment vous allez vous préparer à D'accord, cette ok. épreuve. On Donc, en je pense parlera, alors, très qu'on va bien. pouvoir le réaborder. Mais ouais, en revenant juste sur les coefficients très rapidement, Ouais. avec la procédure qui est Ouais. coefficient, on a le même coefficient, mais qui dure 2 heures, Mm. et un plus gros coefficient pour la note de synthèse, et sinon l'épreuve de spécialité et droit des obligations qui dure 3 heures. Je crois que c'est les coefs, c'est 3, 3, 4. Je crois. 4, c'est possible. Je crois que c'est Ouais, ça. c'est Je crois que il me semble que tellement c'est oublié. ça. Je crois que c'est ça. Ouais, non, 4, non, 2, non, non, 2, 2. 3, 2, 2. 3, 2, 2, 2. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Hein. Je 3, crois 2, que 2, 2, grand oral 4 4. et anglais 1. Et anglais 1. Oui, c'est Anglais ça. 1, C'est bon, c'est c'est ça. ça fait C'est ça, 15. c'est ça. Super, Ouais, on dirait des chiffres de loto. C'est ça. Alors, vous avez tous les deux passé l'examen du barreau à 2 moments différents de votre scolarité. Donc, Ryan après le M1 et Zia après le M2, enfin deuxième M2. Est-ce que vous pouvez me parler de ces moments un peu différents durant votre scolarité? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Vas-y, je t'en prie. Ouais, je commence. Je l'ai passé en. Alors, moi, je l'ai passé en M1. Pour être honnête, au début, j'hésitais. Je m'étais dit, bon, bah, autant finir, ne pas avoir tout à faire à la fois. Et c'est un ami à moi qui s'est inscrit à l'IEG avant moi et qui m'a motivé. Et comme je m'étais dit, bon, il faut que je sois avec quelqu'un, et ça, on va en revenir, hein. C'est très important d'avoir un soutien, d'être avec quelqu'un. Et je m'étais dit, bon, bah, au pire des cas, j'ai 3 tentatives, je le passe. Je verrai comment c'est, etc. Je prends en expérience et je le repasse si jamais. Donc c'est pour ça aussi, il faut pas être très fataliste. On le passe une fois, on le rate, on le repasse, on est jeune. En plus, c'est au moment de notre cursus et surtout, on apprend des choses qui sont essentielles. Aujourd'hui, admettons que si j'avais raté, admettons, l'examen, j'aurais aucun regret dans la mesure où, quand j'étais arrivé en M2,
le fait est d'avoir revu le droit des obligations, le droit des affaires, je sentais que j'avais entre guillemets de l'avance, en tout cas que je comprenais beaucoup plus. J'étais revenu sur des bases et ça c'est très important. Et même donc si c'est un prétexte pour revenir sur ces cours, bah c'est tant mieux. Mais sinon oui, voilà, forcément je le conseille. Après, comme on le disait tout à l'heure, juste avant le podcast, on fait un peu ce qu'on veut, c'est quand on le sent. Il n'y a pas tant de bons moments. Et c'est aussi en fonction de ce Master 2, savoir si on va pouvoir s'organiser en même temps, parce qu'il y a le grand oral. Donc il faut garder en tête le fait est qu'on va devoir gérer deux choses à la fois. Après, j'imagine que Zia, tu étais en stage aussi, donc non? Non, non. Okay. Bon, bah, Non, non. en tout cas, il y a des gens qui sont en stage et c'est pas pas, forcément plus facile à concilier avec le grand oral. Donc voilà, c'est une question d'organisation, mais je le conseille pour le coup. Ok, très bien. Alors moi, donc j'ai voulu le passer en M1. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Et en fait, arrivé en mai, au moment de commencer la prépa, je me suis dit, bon, en fait, je me sens pas prête. Je me sens pas capable de me mettre à fond dans cet examen. Donc, je l'ai repoussé donc de 2 années, puisqu'après, j'avais une alternance, ce qui m'a empêché de le passer. Donc, je l'ai passé à la fin de mon second M2. Et alors, je suis un peu mitigée sur sur le fait de le passer en M1. Parce que je pense que d'un côté, il y a quand même un gros avantage, c'est que à la fin du M1, on est dans une dynamique d'apprentissage et de réflexion, on va dire, qui est souvent meilleure que la fin du M2. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en M2, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de visites. C'est vraiment plus de la pratique que vraiment de l'apprentissage pur du droit. Donc effectivement, on a un espèce de petit step back par rapport à ce qu'on pouvait fournir comme travail, comme réflexion en M1, en L3, en L2, etc. Et en fait, effectivement, quand on est en M2, il y a beaucoup d'exposés, il y a beaucoup de travail de groupe. Donc c'est vraiment une manière de travail qui est très différente. Et en fait, quand on passe le CRFPA, on nous demande de revenir en fait à la manière de travailler en M1, qui est vraiment de un peu bachoter en fait. C'est voilà, on apprend, on fait des TD, c'est toutes les semaines pareil, et on voit des thèmes différents, etc. Donc dans ce sens-là, je trouve que ça a un vrai sens de le passer en M1. Bien sûr, bien sûr. Parce que on est vraiment dans cette ligne droite de j'y vais quoi, je continue et tout. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de concilier déjà le M2, parce qu'il y a beaucoup de M2 qui prennent de la place, prennent du temps. Les profs sont pas forcément très conciliants et très compréhensifs en fait. Donc parfois c'est dur. Enfin moi j'ai vu quand j'étais en M2 l'année dernière. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. Faut expliquer pourquoi on n'est pas là et ça peut être une charge mentale en plus dont on n'a pas forcément besoin. Après, il y a aussi le fait que quand on fait du droit, on a cette espèce de ligne droite et de ligne directrice où on se dit il faut que tout se passe en une fois. Il faut qu'on soit straight, tout droit genre. Et parfois, on oublie un petit peu ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est capable de faire. Et je pense que aussi, c'est bien parfois de se dire, ok, bon, j'ai eu toutes mes années du premier coup, ou pas d'ailleurs. J'ai 23 ans, je passe pas le barreau M1, c'est pas très grave. Objectivement, c'est pas très grave. On a le temps. Parce qu'aussi, il faut réfléchir à quelque chose, c'est que quand on passe le M1, enfin le barreau en M1, et qu'on l'a du premier coup, ce qui est génial, hein, bah en fait, on est avocat à 25 ans, mais même pas. Donc c'est aussi, est-ce qu'à 25 ans, je me sens capable de avoir des responsabilités Après ça, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Donc je pense que moi, en tout cas, pour ma part, j'étais pas prête. Donc voilà, donc là, moi, je l'ai passé en M2, ce que j'ai trouvé très bien. Ça a été dur, hein, je vais pas vous le cacher, parce que moi, du coup, ça faisait 2 ans en fait que j'avais arrêté cette mentalité de bachoter, etc. Donc, vu que j'ai fait 2 M2, donc m'y remettre, ça a été au début violent. Honnêtement, on en reparlera après du rythme, mais au début, j'étais là, waouh. Je m'attendais à quelque chose de compliqué, mais peut-être pas autant, quoi. Donc, et pourtant, je suis une bosseuse et j'ai toujours travaillé, mais
Et puis, c'est un enjeu aussi, parce que je sais pas pour les gens qui nous regardent et pour vous, mais moi, j'ai toujours voulu être avocate, depuis que j'ai 8 ans. Donc pour moi, ça avait un enjeu en fait de réussir cet examen. Il y a des gens, voilà, ils le passent, ils se disent bon, bah, on verra. Moi, j'étais bon, si je l'ai pas, ça va me mettre un petit coup au moral. Mais il faut pas se dire que si on rate, c'est grave. On aura Parce le temps que, d'en en reparler fait, de ça, ouais. Finalement, bien sûr. ça ne remet pas en question toute l'intelligence qu'on peut avoir, toutes les Non, absolument facultés, pas. etc. Ça se joue tellement à des détails de toute Mais manière. c'est ça, hein, vraiment. Vraiment, hein, Ça se peut joue être, au détail près. c'est ça. Et moi, j'ai un ami à moi qui est brillant, qui est même honnêtement bien meilleur que moi. On l'a passé en même temps, il a échoué, j'ai réussi. Et voilà, enfin, sur le papier, ça n'enlève en rien qui est meilleur. Donc non, c'est un concours de circonstances. Mais ça, on en reparlera, mais, ouais. mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment la chose la plus compliquée à se mettre en tête. Ouais. De se dire que si on rate, c'est pas la fin du monde. Enfin, Bien vraiment, sûr. c'est Ouais, pas du tout grave. Ouais, Il y a plein de gens qui sont des avocats brillants, hein, et pourtant qui l'ont eu du 3e coup. Enfin, Ah oui, non, mais bien sûr. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai entendu dire aussi, sachant que je ne l'ai pas passé, je ne compte pas le passer en M1, que l'examen du CRFPA, c'est pas l'intelligence, c'est savoir répondre à une question à un moment donné, savoir avoir une certaine méthode et répondre de manière systémique, d'une certaine façon. je pense que c'est vraiment une question de méthode. Mais c'est bête à dire, hein, mais savoir utiliser son code. Si tu ne sais pas utiliser ton code, il y a plein de questions que tu ne pourras pas répondre, en fait, hein, parce que même si tu pourras jamais apprendre tout par cœur. C'est impossible. Je veux dire, par exemple, en droit des affaires, le fascicule fait 700 pages. Tu ne peux pas assimiler 700 pages de connaissances en 2 mois de temps. Pour une matière. Il y en a 3 autres. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment une question de méthode, mais même de réflexion, hein. Mais ça, après, quand on arrive en M1, M2, en général, bon, la réflexion juridique, normalement, elle est plutôt acquise. En tout cas, on a fait pour. Normalement. On a fait pour. Après, voilà. Mais voilà. Bon, bah, on est quand même assez au clair, hein. Nos auditeurs et auditrices savent à peu près tout du sujet, en tout cas principal, qu'était le CRFPA au niveau du passage du CRFPA. On va pouvoir passer à la partie quand même préparation, qui peut nous intéresser un peu tous. Toi, t'es là, t'as ton ordi, ton code, ton machin, et t'es là, mais comment c'est possible? Ouais. Et en fait, il faut absolument pas se comparer aux autres. Ah, mais ça c'est clair.